Ok, bon bah c'est parti pour ce nouvel épisode de Pause Déj, l'émission que tout le monde s'arrache lors du déjeuner. Eh oui, Eh oui. on est là. Donc aujourd'hui je suis avec Céline. Je vais te présenter après Céline, juste après. Tu me diras d'ailleurs si ma retranscription Ok, est fidèle à la vision en tout cas que j'ai de toi. ok. Mais pour récapituler, donc Pause Déj c'est simple, c'est un invité comme au bureau finalement. Et dans une pause déjeuner on profite pour parler business. Et puis pour parler un petit peu perso, on fait connaissance. Donc le format il va durer entre 30 et 40 minutes. Et puis prenez votre plat, on mange ensemble. On voit pas les plats sur la caméra à chaque fois là. On s'est fait un petit italien là avec Céline, traiteur italien. Je suis sur la tagliatelle pesto. Et moi, arrabbiata, des spaghettis. Bon bah extra. Bon bah let's go. Allez, bon appétit les gars. Bon app. Et donc du coup Céline elle est CEO d'une boîte dans la data avec des bureaux en France mais aussi en Inde. Ouais. Et je trouve ça génial. Tu peux m'en dire plus ou pas? Parce que data, ça veut tout dire et rien dire. On voit très peu de femmes déjà dans ce milieu-là, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, effectivement, je suis la fondatrice et CEO de My Data Machine, qui est une boîte indienne à la base, mais avec une branche française. Donc, on est deux associés. Mon associé qui s'appelle Ronak et moi, Céline. Et ce qu'on vend, c'est de la donnée, hein. Ouais. Donc on a des clients dans différents secteurs. On a démarré plutôt dans le secteur de la mode, enfin plus précisément de la fashion tech. Et on s'est ensuite diversifié sur d'autres secteurs comme le e-commerce plus largement, mais aussi la sécurité, la défense et même un peu l'agriculture. Donc voilà, on touche maintenant à vraiment tous les secteurs. Faut dire que, enfin beaucoup de secteurs. Faut dire que beaucoup de secteurs ont maintenant besoin de plus en plus de data. Ouais. Et en fait, pour te donner un exemple précis, on a des clients, par exemple, qui entraînent une intelligence artificielle. Ouais. Donc, par exemple, on va prendre un exemple assez simple. On entraîne une intelligence artificielle à reconnaître sur une image un chat d'un chien. Il faut ces données-là d'images de chats et de chiens. Ok. Et nous, en fait, on se charge de cette partie-là, de création de données et de mettre en forme les données pour pouvoir faire de l'apprentissage dessus. Qu'est-ce qui t'avait amené en Inde en fait déjà? T'es allé là-bas pour le business ou c'est quoi l'aventure avec l'Inde alors? Alors, en fait, c'est vrai que de base, j'aime bien l'international. Donc, j'ai travaillé déjà à l'international en tant que mannequin, parce qu'avant j'étais mannequin. Ouais. Et j'ai toujours aimé être entourée par différentes nationalités, etc. Enfin, dans mon enfance, quand j'ai grandi, en fait, j'ai toujours eu ça. Et je trouve que c'est vraiment une richesse. Donc, j'ai toujours eu un contexte assez international autour de moi, des amis américains ou bien d'autres nationalités, etc. Et donc, en fait, assez naturellement, j'aime bien parler à des gens de tout horizon de nationalité. Et donc, j'avais commencé à discuter avec quelqu'un sur Instagram qui est devenu mon associé ensuite et qui était basé en Inde. Et donc, j'ai même pas, figure-toi que je suis même pas allée en Inde avant de créer la boîte, Bah oui, ok. mais après. Et après? Tout a été créé à distance. Et t'avais déjà une boîte en France? Qu'est-ce que tu faisais avant de monter ça avec ton associé là? J'avais déjà une boîte. Donc, en fait, la raison pour laquelle j'ai créé cette boîte, c'est parce que avant, j'avais une autre boîte qui s'appelait Eva, Ouais. Eva Engines, et on développait une intelligence artificielle qui te permet de passer d'un dessin à un double digital pour tous les vêtements. Ah oui, super. Ouais, et donc, j'avais besoin d'entraîner une intelligence artificielle et j'ai eu beaucoup de mal, en fait, j'ai même pas trouvé de fournisseur de data qui me correspondait, qui était dans mes prix, avec une qualité super et avec une communication super efficace. Donc, j'ai décidé de créer moi-même ce fournisseur. Enfin, à la base, c'était juste une équipe managée par mon futur associé, quoi. Et ensuite, c'est devenu vraiment une boîte. On a eu d'autres clients. Et finalement, on s'est développé petit à petit comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait une grosse traction parce que sans vraiment mettre le paquet sur le développement commercial, on a déjà eu des clients. Bah ouais, ok. Bon, bah super. Et toi, alors Je peux te prendre un petit mouchoir? J'ai oublié de prendre des serviettes. Raconte-moi un peu. Je dois avoir du pesto plein. Pardon. Ouais. En fait, si elle me pose une question, Céline, c'est pour pouvoir manger. En fait, ce qui est chiant, c'est que ouais, c'est dur de faire les deux en même temps. Hein. Du coup, j'étais en train de me dire, bon, vas-y, j'ai envie de manger là. Raconte-moi un peu ta life. Ah, tu m'étonnes, on a faim en plus. Là. Et donc, du coup, moi, à fond, formation commerciale, de toute façon, toujours.
Avec un gros focus pour faire du contenu là sur le début d'année. Cool. Et pas que du contenu technique. Moi, tout le monde me connaît, hein, Maxime, prospection téléphonique, tu vois. Ouais. Et j'ai peut-être envie de faire un contenu un peu plus accessible, divertissant, qu'on peut regarder sans se prendre la tête. En déjeunant, par exemple. Bah ouais, tu vois, typiquement en déjeunant, et où tu peux poser le cerveau, tu vois. Typiquement, je discutais avec un copain l'autre jour, et il me disait, ouais, mais dans les podcasts, on n'apprend rien, machin, les gens... Tu vois, souvent on dit des contenus de valeur qui apprennent des choses. Mais pour de vrai, Ouais. je demande à n'importe qui quel contenu lui a appris des choses, il y a très peu de contenus qui apprennent des choses. Le contenu comme ça, c'est pas pédagogique, tu vois. Ouais. Et en fait, les gens veulent pas assumer qu'ils ont le droit de se divertir, en fait. Tu sais, les podcasts, ça paraît genre, non, mais je travaille. En fait, bah non, on travaille pas, mec. Un podcast, tu te divertis. De toute façon, quand tu l'auras fini, tu retiendras absolument rien dans 3 mois de ce que tu auras écouté dans le podcast, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelques podcasts et youtubeurs qui sont intéressants et qui nous apprennent des choses, je trouve. Et c'est cool si on peut en faire partie. Après, il n'y en a pas tant que ça, mais par contre, ceux-là, ils sont vraiment super précieux. Et dès que tu regardes une de leurs vidéos ou t'écoutes un de leurs podcasts, tu as vraiment de la valeur qui est dégagée et ça, c'est vraiment cool. Mais au-delà de ça, je pense qu'on est pas mal des fois à vouloir du contenu rapide juste en mangeant ou quoi. Ouais. Et qui te détendent. Ouais, qui te détendent. Ouais. Toi, t'as pas besoin de réfléchir, quoi, tu vois. Et donc, ouais, clairement, c'était cette idée-là. Là. C'est quoi tes projets business pour 2024, sinon, là? Outre le projet secret, bien sûr, dont on ne parlera pas pendant cette pause déjeuner. Ouais. Non, mais en fait, moi, je fais pas mal de choses. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, mon activité principale, c'est vraiment My Data Machine. Mais je compte lancer une autre activité cette année dans la tech. Je t'en dirai plus dans quelques mois. Ouais. Et au-delà de ça, c'est vrai que j'ai aussi une chaîne YouTube où je parle beaucoup de sport, mais aussi de d'autres sujets que je développe. Donc je vais continuer à sortir des vidéos régulièrement sur ma chaîne YouTube, donc Céline Delogère. Ouais, je remettrai les liens en dessous de la vidéo, là, s'il y en a qui veulent aller checker. Ouais. Très bonne idée. Et ben parce qu'en fait, ouais, je fais beaucoup de sport, donc voilà, et notamment du triathlon. Bienvenue dans le club des Sub 40, Céline. Ouais, merci. C'est un club très fermé, les Sub 40. Hein. On est, il y a beaucoup d'athlètes qui sont dedans, mais il n'y a pas beaucoup de parigots qui travaillent qui sont dans le club des Sub 40, tu vois. Ah ouais? Et alors, encore moins de femmes, hein. C'est encore un sac encore plus fermé, le Sub 40 féminin, j'imagine, là. Alors moi, je dis Sub 40. Je sais pas si on dit sub ou sub, mais du coup... Moi, j'ai un accent très français dans tout ce que je dis, tu vois. Ouais, c'est sûrement sub, ouais. Et je t'ai pas vu, à la base, Céline, c'est plus une pote Strava. Moi, c'est sur Strava que je suis ta vie, de toute façon, Céline. Plus que sur d'autres réseaux. Ouais. Et en fait, je l'ai pas vu d'où il est sorti, ton Sub 40. Un matin, je me connecte et je vois, boum, 39-30 ou quelque chose comme ça. Et je me dis, mais c'est quoi ce bordel, tu vois? Parce que normalement, je vois... l'évolution. Il y a des embaya, ouais, c'est ça, tu vois. Et j'ai pas vu l'évolution, toi. Un matin, boum. Tu l'as sorti comme ça, en fait? Comment ça s'est passé, cette histoire? Ce qui s'est passé, c'est que, donc, pour ceux qui savent pas, le Sub 40, c'est faire moins de 40 minutes pour un 10 km en course à pied. Et en fait, l'année dernière, enfin, depuis que je cours, bah, j'ai jamais fait vraiment d'entraînement en club. Ouais. Tu sais, je courais toujours comme ça, tu vois. Je me dis, ok, un jour, j'ai fait un semi-marathon, bon, je me suis un peu entraînée et tout. Une autre fois, j'ai fait un 10 km, voilà, je me suis un petit peu entraînée. Mais là, depuis septembre, j'ai rejoint un club de triathlon qui s'appelle Vallée Montmorency Triathlon VMT. Et en fait, bah, ça m'a fait progresser de fou, quoi. En quelques mois, de septembre à novembre, j'ai gagné 4 minutes sur le 10 km, quoi. Bah ouais. Ouais, en fait, c'est fou parce que... 4 minutes, c'est énorme, hein. Je pensais que j'étais à mon max. Franchement, je pensais que jamais je pourrais faire sub 43. Bah genre, ouais. dans ma tête, je me suis dit, ça y est, c'est trop dur et tout. Et en fait... Et t'étais à combien du coup? Tu devais être, bah oui, de toute façon t'étais quoi, 44, 45, c'était un peu tes temps, et là t'as pété 4 minutes en combien de mois? J'étais à 43 et quelques. 43,06. En combien de mois tu as éclaté là? Bah, en fait là je me suis entraînée de septembre à novembre, et le truc c'était en novembre. Donc, voilà. Ah ouais, ok, en 3 mois t'as explosé le truc. J'ai été qualifiée au championnat de France, du coup. Ah, championnat de France? De tri ou de 10 km? Non, de 10 km. De 10 km? C'est bon ça, tu vas quand là? Bah en fait le pire c'est que je vais même pas y aller. Ah ouais? Parce que j'ai un stage de triathlon en même temps, donc j'ai réalisé que c'était pas possible. Mais je pense que je vais me réinscrire à un autre 10K pour baisser mon temps. Encore. Je vise encore mieux que sub 40. Putain ouais. Je vais essayer. Bah ouais. Donc voilà comment c'est venu. Et toi c'était quand ton sub 40? Moi sub 40 ça a été très dur. Je me suis surpris à 2-3 fois déjà pour le taper.
Tu sais, j'avais dit, genre, moi, c'était l'histoire où je dis à un pote en terrasse, ouais, tu sais, je me la raconte, toi, sub 40, je le pète, quand je courais même pas, tu vois. Et en fait, ce truc me hantait, et je crois que j'ai mis 1 an et demi avant de le claquer, tu vois. Ah ouais, quand même. 1 an et demi avant de le claquer, où la première fois où je le tente, c'était aux 10 km de Paris. J'ai le texto, où tu reçois les temps par texto, 40-01. Ah ouais. J'ai le screenshot de ce texto, tu vois, 40-01. Donc je pense qu'une seconde, c'est même pas un pas, tu vois. C'était 2 pas. Je l'ai refait 6 mois plus tard, où au dernier virage, à 500 mètres, je me vomis dessus, quoi, tu vois. Et donc en fait, je m'arrête, la ligne, elle était en face. Alors j'étais dans les bons tempos, tu vois. Et après la 3e fois, ouais, je l'ai tapé, mais en suivant le lièvre. Sans le lièvre, je suis pas capable de le faire, tu vois. C'est vraiment sans réfléchir, en suivant le type avec son drapeau là, où tu sais, au kilomètre 9,5, il est comme ça. Ça va les gars, tu sais, lui il est pépère avec son drapeau, il doit le courir en 25 ou je sais pas quoi. Toi t'es en train de mourir derrière quand tu le suis là. Il court en 30, moins de 35. Ouais, je pense. Et puis je l'avais pété à Boulogne. Boulogne, c'est parcours tout plat pour un sub 40, y'a rien c'est mieux, plat. quoi. C'est un billard, ouais, Boulogne, c'est Parce que. Ah, c'est le 10K de Boulogne. Là. Ouais, il est tout plat celui-là. Parce que moi j'avais fait le 10K de l'Hexagone à Boulogne et il était pas tout plat. Hein. Ah ouais. Mais ouais, ok. Je retiens. Et en fait, moi ça me rappelle un peu ce que j'ai fait parce que, en gros, à la base, je visais sub 43, moi. Parce qu'en fait, les qualifs pour les femmes, elles sont à sub 43, tu vois. Et du coup, ça me frustrait de ouf d'être à 43 et quelques, tu vois. Et donc, je l'ai fait une fois. Donc, j'ai fait la première fois en 10K, j'ai fait 43,50. Et je me suis dit, ah bah cool, maintenant je vais viser sub 43. Ensuite, j'ai fait une deuxième fois, j'avais fait 43,22, je crois. Ensuite, une troisième fois, j'ai fait 43,06. Donc, ça me rappelle ce que t'avais dit, donc j'avais le seum. Et là, finalement, tu vois, je le passe à 4 minutes. Qu'est-ce que ça t'a apporté le coach en fait dans ton évolution là? C'est des. Bah, enfin, il y a plusieurs choses. Déjà, le fait d'être dans un groupe, tu sais, t'as envie de doubler les gens. Y a ça. Ensuite, t'as le fait d'avoir des entraînements spécifiques sur la vitesse, l'endurance et tout. Et le seuil. Et en fait, avoir un truc un peu plus structuré que juste ah bah je vais peut-être courir 3 fois cette semaine. Tiens, je vais faire des accels. Mais en fait, tu fais une accélération, mais en fait, tu sais même pas si tu vas vite ou pas, tu vois. Là, sur la piste, tu te rends bien compte, tu vois. La piste, c'est 400 mètres. Si t'es là, bah c'est que t'es en telle allure. Pas comme quand t'es le long du canal Saint-Martin dans Paris. Quoi. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Avec les pavés là qui sont bancals où tu te tords la cheville à chaque truc. Ouais. Mais tu vois, typiquement, c'est pareil pour le business développement. Ouais, dans le sport, il y a ceux qui regardent la télévision là le dimanche. Ils ont toujours les bons conseils, en plus ceux qui regardent la télé, ils font pas de sport. T'as ceux qui font du sport le week-end une fois de temps en temps, t'as ceux qui font 3 séances semaine et t'as ceux qui ont un coach. Et tu sais moi pourquoi je dis ça? En fait, tous mes clients que j'ai sur ma formation en ligne, c'est tous des mecs qui savent vendre à la base. Il n'y a pas de mecs qui partent de zéro, tu vois, c'est des équipes commerciales qui veulent monter. Et c'est eux les gens qui achètent de la formation. Alors c'est contre-intuitif, parce que les mecs qui sont bons, tu te dis ils sont bons, mais en fait ceux qui sont pas bons se forment pas, et ceux qui sont bons veulent toujours être meilleurs et se structurer, tu vois. Ouais, bah c'est super intéressant que tu dis ça, parce que je m'imaginais pas du tout, justement, c'est vrai que je t'ai pas demandé à qui typiquement était intéressé par tes formations et à qui ça s'adressait. Donc si je comprends bien, c'est plutôt aux gens qui sont des commerciaux et qui veulent améliorer leur technique. Et j'imagine qu'il y a aussi peut-être des choses un peu avec des derniers outils, tech, etc. Bah, comme ton parcours qui t'a fait ton coach de running là, moi c'est la même en fait. Donc on fait un onboarding personnalisé. Après, et je leur déroule leur parcours et leur plan en fonction de leurs objectifs, quoi, tu vois, sur ce truc-là. Et effectivement, moi j'ai le dirigeant, soit il peut être seul, mais avec une envie de structurer pour après déléguer. C'est ça le but de mon parcours, tu vois, qu'on puisse structurer. Ou c'est très adapté pour les équipes jusqu'à 5-6 commerciaux avec le dirigeant, quand t'as pas encore de middle management, tu vois. Donc moi je les fous dans le groupe, je les gère, je les engueule. Est-ce que tu as prévu un petit prix ou un petit package pour les gens qui déjeunent avec toi et qui veulent en savoir plus sur tes formations? On peut pas en parler devant la caméra. Par contre à la caméra, sachez que les prix vont prendre 1000 € la semaine prochaine là. Donc ils les ont sûrement déjà pris les prix le temps que vous regardez cette vidéo. Donc quand je fais des bons de commande à la suite des masterclass là avec des options cadeaux, c'est pas du bluff, il faut vraiment acheter sur les prix barrés les gars. Je fais des prix barrés souvent, j'en ai fait beaucoup l'année dernière. Ouais. Ah sympa. Tu sais les gens ils croient que je bluffe, non je bluffe pas. Ton passé de mannequin alors? Ouais, bah... T'as commencé quand mannequin après tes études? Qu'est-ce qui t'a amené sur cette voie là déjà à la base? T'étais une fan de mode ou de mannequinat? Qu'est-ce qui t'avait amené là-dedans? En fait, ce qui est marrant, tu vois, c'est que je vois beaucoup de parallèles entre... Enfin,
des forces et je pense, des forces, quoi, qui se sont construites au fur et à mesure de ma vie, donc des forces que j'ai, à travers les différentes choses que j'ai faites. Donc à travers le mannequinat, à travers le sport, à travers l'entrepreneuriat. Et ça m'a appris énormément de choses de passer par la case mannequinat. Donc, mais je t'en parlerai après. Mais donc, pourquoi j'ai commencé le mannequinat? J'ai commencé assez tard pour une mannequin, j'ai commencé à 21 ans. Ouais. Sachant que la plupart des filles, elles commencent plutôt à 18 ans. Et en fait, moi, depuis vraiment que j'étais petite, genre depuis la maternelle, il y a toujours eu des gens qui me disaient « Ah, mais toi, tu vas être mannequin quand tu seras grande et tout. » Parce que bon, déjà, j'étais super grande. T'as été mindseté depuis l'enfance pour faire ça? Bah, un peu, tu vois. Genre, même, tu vois, les parents de mes amis, ils disaient « Ah, mais Céline, c'est la future mannequin et tout. » Tu vois, tout le monde me disait ça. Ou genre, même des gens qui m'appellent « Ah, top modèle et tout. » Tu vois, vraiment depuis tout le temps. Et mes parents, ils me disaient non, mais toi, non, tu vas pas faire ça et tout. Genre, c'est pas pour toi, tu sais, ils essayaient de m'enlever cette idée de la tête. Oui, donc, bon, bah, je l'ai enlevé, hein, tu vois, jusqu'à 21 ans. J'avais pas du tout ça en tête. Voilà, j'ai fait mes études de maths, j'ai fait une licence de maths. Et en fait, quand j'étais en licence de maths, je traînais un peu avec des gens de la mode. Donc, j'allais à des soirées où il y avait pas mal de photographes et tout. Et j'ai commencé à faire un peu un carnet d'adresses, quoi, sans le vouloir, si tu veux, de gens du secteur. Et là est revenue un peu cette opportunité, quoi. Il y a des photographes qui m'ont dit « Ah, tu fais des photos, j'aimerais bien faire des photos avec toi. » Il y a eu des personnes qui travaillent avec des mannequins qui m'ont dit « Ah, mais en fait, t'as le profil vraiment pour être mannequin. Tu devrais essayer. » Quel type de mannequinat en plus, là? Et donc, en fait, j'ai été signée... Je te répondrai juste après. Ouais, je t'en prie. Et en fait, j'ai été signée chez IMG, qui est genre on va dire la top agence dans laquelle tu peux être. Et ce que je faisais chez eux, donc pour répondre à ta question, je faisais vraiment tout ce qui est prêt-à-porter de luxe. Okay. Donc ce qu'on appelle en anglais high fashion. Ça va être tous les défilés de très grandes marques de luxe, tout ce qui est... tu faisais des podiums, là. Tu faisais des podiums, tout ça, là. Ouais, alors les podiums... les défilés. Les fashion week. Ok. Les podiums, ça a plusieurs sens après dans le jargon et tout. Mais j'ai fait beaucoup de défilés et beaucoup de shootings. Et c'est vraiment ce qui m'a appris, tu vois, de faire toujours l'extra mile, de repousser tes limites. Parce que, en fait, c'est assez compliqué comme job quand même. Au-delà du fait que tu te prends beaucoup de critiques sur ton physique, donc ça t'apprend aussi à encaisser, tu vois. Notamment, tu vois, après, quand tu veux vendre un truc et que tu te prends des bâches, bah en fait, tu vois, ça c'est quelque chose que, en fait, en tant que mannequin, t'apprends parce que tous les jours, tu vas à 10 castings. Et en fait, des fois, il y en a, ils disent, ouais, non, part, tu vois. Des fois, tu te prends des trucs inimaginables dans la tête, donc ça t'apprend pas mal de choses. Mais au-delà de ça, tu vois, t'as toujours des emplois du temps super chargés, t'es hyper fatigué puisque tu voyages tout le temps en avion et tout. Et donc ça t'apprend à repousser tes limites mentales parce qu'en fait, tu vas par exemple être dans une ville à 20h, tu te dis bon bah j'ai plus qu'un truc à faire et après je rentre chez moi. Mais en fait, tu vas toujours avoir ce mindset de se dire non, peut-être que je vais encore avoir des trucs qui vont durer jusqu'à 2h du matin, tu vois. Et en fait, toujours se dire, c'est comme quand tu cours, tu vois. Quand t'es sur ton dernier 400 mètres, tu vois, il faut la plupart du temps te dire, on sait jamais, tu vois, j'en garde sous le pied, si jamais on va faire encore un tour, tu vois, il faut que je sois capable de le faire, tu vois. Bah en fait, ça m'a trop appris ça, à me dire, ok, tu pensais que ta limite, elle était là, bah en fait, dis-toi que la limite, elle est pas là, elle est là, tu vois. Et en fait, ça va vraiment, et même dans l'entrepreneuriat, tu vois, au final, ça s'est retrouvé aussi, tu vois. Donc voilà, et c'est vrai que c'était une super expérience parce que j'ai pu voyager, j'ai habité aux États-Unis. On parlait tout à l'heure de voyage. Et d'ailleurs, au début, j'hésitais à créer ma boîte aux États-Unis, ma première boîte. Donc, c'est ça. Donc, j'ai habité aux États-Unis, j'avais un visa américain, j'avais un visa japonais. J'avais aussi la possibilité de voyager en Europe parce qu'avant, tu n'avais pas besoin de visa pour voyager, pour travailler en Angleterre en tant que Français. Et même, tu peux travailler dans toute l'Europe. Et en fait, j'ai continué mes études en parallèle. Donc j'ai fait un master de recherche en informatique. J'avais le statut d'étudiante salariée que j'avais négocié avec, je sais plus, le président de la fac et tout. Genre, j'étais en train de... Je me souviens que ça m'avait fait rire parce que personne n'a réussi à faire ça, quoi. Mais j'étais trop fière de moi, tu vois. Je suis allée le voir, je lui ai dit, ouais... Ça m'a aussi appris à négocier, tu vois.
Ouais, j'ai ce travail et tout, j'ai vraiment envie de continuer mes études, mais il faudrait que j'ai un statut particulier, donc ça a fonctionné. J'avais le droit de n'aller à aucun cours et j'avais juste les examens à valider. Et en fait, j'ai commencé à coder à ce moment-là et c'est aussi en parallèle de ça que mon mindset d'entrepreneur il s'est développé. Parce qu'en fait, j'avais en face de moi l'industrie de la mode et en parallèle toutes les nouvelles technos qui sortaient en intelligence artificielle, parce que moi, du coup, en recherche en informatique, j'ai eu l'opportunité d'apprendre dans un labo de recherche c'était que le deep learning, l'intelligence artificielle, le code, donc, tu vois un peu tout ce qui est chat GPT, etc. Ouais. Mais en fait, comment on le fait, comment on code, comment ça marche. Et il y a des papiers de recherche qui sortaient, genre par exemple sur la reconnaissance faciale, tu vois, je sais que ça c'était le premier truc qui m'avait vraiment fait tilt. Et donc moi je mixais les deux quoi. Si tu veux, dans mes projets, je faisais de la reconnaissance faciale pour les mannequins, tu vois. Mes profs ils comprenaient pas. C'était là, mais d'où elle sort ces idées? Les autres ils faisaient des trucs un peu plus, tu sais, où tu te dis oui, c'est plus logique, mais non. Ouais. Mais ça marchait bien. Enfin, à quel moment t'as dû arbitrer entre tes deux carrières là? Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais du coup plein d'idées à chaque fois entre les deux. Et donc, ça a été en plusieurs étapes en fait. Donc, comme je te disais, j'avais vraiment plein d'idées et j'avais vraiment l'impression que j'allais transformer l'industrie de la mode grâce à l'entrepreneuriat, grâce à créer mon projet. Et ça, je le savais dès le master, quoi, tu vois. Dès le master, hein. J'en parlais à tous mes profs, tout le monde, je leur disais, ouais, moi, je vais créer une boîte qui va faire ci, ça, et tout. Est-ce que vous pensez que ça serait possible, et tout. Donc, j'étais déjà dans le truc entrepreneurial, alors que je savais même pas ce que c'était à la base qu'une start-up. Ouais. Donc, c'est vraiment venu comme ça. Et en fait, il y a eu un stage que j'ai fait, donc un stage de recherche, où j'ai dit à mon agence, pendant 6 mois, vous m'embêtez pas. Je suis en stage. Je fais rien, enfin je travaille pas, tu vois. Et il y a aussi eu des moments où j'avais des examens, donc 2-3 semaines en gros, je disais à mon agence, vous me mettez rien, quoi. Et en fait, ça m'a permis de rester un pied dans le monde hors Fashion Week, hors mannequinat, quoi. Et donc, après, quand je suis revenue après ces 6 mois, tu vois, dans l'industrie de la mode, j'avais un peu... Enfin, j'étais différente dans ma tête, tu vois, j'étais déjà diplômée. Et j'avais plus le challenge que j'avais avant, tu vois. De me dire, j'ai envie de faire tel défilé et tout, j'ai envie de faire telle couverture de magazine parce que je les avais fait. Et en fait, me retrouver à nouveau dans les castings, etc., en fait, ça me convenait plus trop. Et donc, je me suis dit, mais en même temps, je me vois pas chercher un CDI. Parce que je me vois pas ne pas avoir mon temps comme je le veux, tu vois. Bah ouais, tu m'étonnes, ouais. Parce qu'en fait, quand t'es mannequin, même si t'as des jobs et tout, bah au final, tu sais, t'es un peu comme un entrepreneur, quoi. Tu dois vendre ton image, mais tu te promènes, c'est toi qui es libre de tes mouvements, quoi. Bah oui. Même si t'as beaucoup de pression quand même, hein, mais... Et donc, j'avais envie de continuer à me développer comme ça. Et aussi, t'as appris à avoir une certaine... à être OK avec une certaine zone de risque, niveau financier, tu vois, à te dire, je sais pas forcément quand est-ce que je vais être payé, ce mois-ci, c'est ça aussi, ce milieu-là, non? Que t'as des deals, t'as pas de deal, t'as beaucoup de filles qui se pilotent au mois, en fait, qui prennent des gros cachets, mais des fois pendant 2 mois rien, c'est comme ça que tu te gères aussi, quoi. Ouais, c'est comme entrepreneur ou commercial. Ouais, donc toujours avoir quelques mois de côté. Et en fait, c'est vraiment la même logique quand t'es entrepreneur. Donc, tu vois, c'est venu comme ça. Mais tu sais, tous les freelances que je vois, t'en as cette pression en fait du chiffre là, tu vois. Je pense que c'est le truc numéro 1 que les gens se lancent pas. La peur des mois 0. Pas rentrer de deal sur 1 mois, tu vois. Et c'est un truc, quand t'es à la fin du mois, ça peut te prendre au trip, tu vois. Et t'en as plein des freelances qui finalement se disent bon vas-y, je vais reprendre un CDI malgré tout ça parce qu'ils n'arrivent pas à tenir ce truc là. Et c'est vrai que moi, en tant que commercial, j'ai commencé tôt, j'ai toujours vécu comme ça en fait, donc je sais pas c'est quoi la vie autrement. Et toi, en tant que mannequin, ça t'a éduqué pareil dès le début à avoir des grosses variations financières et une sorte d'instabilité, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en plus, et après, j'ai arrêté le mannequinat, quoi. Et c'était aussi une prise de risque parce que même si mon évolution financière d'un mois à l'autre, elle était pas du tout stable,
j'avais quand même des rentrées d'argent, tu vois, et je savais que j'allais avoir des rentrées d'argent, même si des fois c'était en dedans de scie un peu. Mais, et en fait, quand j'ai voulu arrêter le mannequinat, tu vois, j'avais cette peur de me dire, mais comment je vais gagner de l'argent, tu vois. Donc je peux comprendre les gens qui ont peur de lâcher leur CDI, etc. Mais en fait, il y a un moment où il faut qu'il y aille, quoi, tu vois. Donc il y a un moment où, en gros, j'en avais vraiment marre du mannequinat, je me suis retrouvée à un casting et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais là, tu vois, j'ai pas envie d'être là. J'ai appelé mon agent et je lui ai dit, je veux faire une pause. Et en fait, avant ça, j'avais développé un premier logiciel et j'avais des clients. Mais c'était pas une rentrée d'argent de fou, tu vois, chaque client, je les faisais payer 300 € parce que genre, je savais pas combien leur faire payer à la base, tu vois, par mois. Et du coup, je gagnais un petit argent à côté, tu vois, comme ça. Mais surtout, ça m'a montré que oui, c'était possible de faire un produit tech, de le vendre, d'avoir des clients. Et même si, tu vois, tu sors d'école et tout. Donc, du coup, c'était un peu ma preuve de concept, proof of concept de c'est possible, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui m'a aidé à me lancer. Et après, finalement, cette pause de mannequinat s'est transformée en arrêt total. Ok, ouais. Et j'ai lancé ma boîte et tout. Ok, super. Ouais, ça m'a appris pas mal de choses. Bon, bah, extra. J'ai fini. Et toi, comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat ? Ah, moi j'ai fait du salariat. Hein. J'en ai fait un long moment. Hein. Moi, je suis toujours pour le salariat. Je pense que j'ai fait quoi ? J'ai fait 7-8 ans de salarié. Moi, de 19 ans à 26 ans, j'étais salarié. Et dans des boîtes plutôt corpo, des Xerox, Mars, des Companeo. Et je crache pas sur le CDI parce qu'en s'en étant salarié, où j'ai eu des managers, j'ai eu des boîtes qui ont mis des budgets pour me former. Ouais. Et par contre, j'ai toujours une petite case dans ma tête où je sais pas pourquoi, mon truc, c'était les startups, tu vois. Okay. Et pas que je suis... Mais comment t'avais entendu parler des startups au début ? Bah juste à cette époque-là, franchement, sur YouTube, il y avait que dalle. Je me souviens, le week-end, on faisait les startup week-end. On prenait notre bagnole, on faisait des kilomètres pour faire startup week-end. C'était l'édition numéro 2. Et en fait, ça chuchotait startup à gauche, à droite, mais il n'y avait pas vraiment de contenu, etc. Donc dès qu'il y avait un event, on prenait le train et on y allait, quoi, tu vois. Ça, c'était en quelle année, ça ? Ça, c'était... ça doit être vers 2010, quelque chose comme ça. Moi, j'ai commencé le sales en 2008. Donc c'était dans le prolongement, quoi, tu vois. 2009, même 2008, hein, je pense, ça commençait. Mais on n'avait pas de contenu, quoi, tu vois, sur ça. Et tu vois, maintenant, les étudiants, ils sont formés sur ce que c'est que l'entrepreneuriat. La plupart, ils ont des cours sur les startups et tout. Moi, personnellement, même si j'ai terminé, je crois, en 2018 mes études, j'ai pas eu de cours là-dessus, tu vois. Donc, il y a eu cette phase de recherche de qu'est-ce que c'est, en fait. Ouais, de prendre de l'info. Et tu sais, vu qu'en soi, moi, je suis pas un mec tech, je suis pas un G, c'était pas la technologie qui m'intéressait. Mais ce qui m'intéressait, c'était que dans ce milieu-là, t'avais que des gens hyper motivés, positifs et qui veulent faire des choses. Tu vois, que dans le monde du travail, j'avais ceux qui râlent, ceux qui se plaignent. Et même si moi, j'étais salarié, il y avait des fois, je me disais, mais écoutez, Gilbert, là, qui se plaint toute la journée pour ces conneries de trucs, en fait, ça me plombe, tu vois. Et que dans les startups, quand je bossais avec ces mecs-là, qui gagnent ou qui perdent, tu vois, mais j'avais toujours une sorte de bulle de positivité. Ah ouais, et c'est ça qui me plaisait, en fait, dans ce truc-là, tu vois. Tout le monde était content d'essayer de faire des trucs et de bonne humeur et positif, etc. Je pense que c'est plutôt ça qui m'a attiré que la tech en soi, tu vois. Ouais. Bah, en fait, moi aussi, parce que moi, ce que je voulais faire, c'était transformer le monde, en gros, si on peut résumer ça. Bah, ouais. Et je voyais pas comment j'allais le faire dans un grand groupe, tu vois. Bah ouais. Et par contre, t'apprends, quoi, tu vois. Moi, je pense pas que j'aurais pu avoir peut-être, j'en sais rien, mais je pense pas que j'aurais pu être le premier bizdev du monde si j'avais pas eu des managers de grands groupes qui m'aient formé, etc., tu vois, à cette époque-là, quoi. Si j'avais commencé tout de suite dans une start-up avec un dirigeant qui sait pas faire de commercial et qui veut pas mettre des billes pour faire du commercial, je veux dire, peut-être que même ce métier qui est une passion pour moi aujourd'hui, ça le serait même sûrement pas... Ouais. C'est peut-être un métier où je serais passé que 6 mois et que j'aurais fait autre chose après, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Bah, moi, je sais qu'au début, j'étais un bébé, quoi, j'étais déjà CEO de ma boîte, mais on était deux, tu vois. Mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que je savais rien. Je savais même pas qu'il fallait envoyer un bon de commande avant d'envoyer une facture et tout, enfin, tu vois. Je débarquais total, j'ai fait plein d'erreurs. C'est vrai que j'aurais pu apprendre différemment qu'en me jetant dans le bain tout de suite, hein, mais bon, au final, j'ai appris comme ça, sur le tas. Mais j'avais tu sais, genre, les gens ils me disaient, mais tu m'envoies un bon de commande. Je disais, mais qu'est-ce que c'est, tu vois ?
Ça te pétait la facture, quoi. Et du coup, au début, c'était... Ouais, j'ai fait plein de conneries, hein, tu vois. Genre, je me souviens que mon premier client, enfin, gros client, quoi, c'était Valeo. Enfin, c'était le premier deal qu'on avait eu, tu vois. Et du coup, le gars, il me dit, c'est combien, tu vois, la prestation, tu vois. Je lui dis, ouais, c'est 5 000 €, tu vois. Il fait 5 000 € chacun. Je fais, oui, c'est ça, 10 000. En 2 secondes. C'est le client qui a choisi son prix, quoi, c'est ça? En gros, il nous a fait... On a fait un contrat à 10 000, juste pour avoir un POC. Et en fait, sur le coup, je savais même pas combien on allait pricer, tu vois. J'ai pricé au pif. Au final, ça s'est retrouvé à être 2 fois plus, tant mieux, tu vois. Et après, je savais pas ce que c'était qu'un bon de commande à ce moment-là. Mais ouais. Voilà, Mais tu sais, dans ça, des fois, moi, je vois... avec mon passif, j'ai dû accompagner peut-être quasiment 500 startups, tu vois, même en rendez-vous clientèle avec des mecs. 500 startups, c'est ouais. beaucoup. Pas avec la formation, là, on lance en septembre, moi j'en ai 90 des clients, un peu plus, mais depuis que je suis sur Paris, dans la Startup Nation, là, et j'allais en rendez-vous avec des mecs. Bref, il y avait plein de feedback à leur faire, mais à la fin, je leur disais, les gars, en fait, si vous ne demandez pas au mec s'il veut signer un bon de commande, tu sais, Max, pourquoi je signe pas? En fait, tu lui as même pas demandé, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, les mecs, ils font leur présentation, et puis après, ils discutent de je sais pas quoi, et puis ils partent, ouais, tiens, on se rappelle, on se tient au jus. Et je lui dis, mais mec, à un moment, quand t'as fini ton truc, il faut lui dire, est-ce qu'on le fait ou pas, tu vois? On y va, on travaille ensemble. Et là, t'auras une vraie réponse, quoi. Et t'auras pas un truc, on se rappelle dans X semaines, à te faire ghoster pendant 3 mois parce que finalement, l'autre, il voulait pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et ça, beaucoup, quoi, tu vois? Mais ça, beaucoup. Ça m'est arrivé moi aussi. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, t'es pas pris au sérieux parce que t'es trop jeune quand t'as 25 ans, tu vois. Je suis pas d'accord. Bah, j'ai l'impression qu'il y a ça, tu vois. En fait, il y a des gens, ils aiment bien te faire perdre ton temps à te dire, ah bah écoute, tu vas nous faire ta présentation et tout, ça va nous divertir, tu vois. Mais en fait, ils sont pas du tout prêts à signer et ils pensent que t'as le temps, tu vois. Je peux te challenger ou pas ça? Ouais. Ouais, je veux te challenger ça. Parce que moi, je suis commercial depuis mes 18 ans, les gars. Et imagine, à 18 ans, moi, j'avais la tête d'un gamin de 14 ans. Ah ouais? J'ai une tronche qui fait hyper... Enfin, maintenant, on me dit que je fais mon âge. Mais avant, je faisais pas mon âge, je faisais plus jeune. Ouais, 36. Ah ok. Ouais. Je fais mon âge. Non, en fait, tu fais un peu plus jeune, non, je pense, ouais. Ouais. Et quand j'avais 30 ans, j'en faisais 25. Quand j'en avais 25, j'en faisais 20. Et quand j'en avais 20, j'en faisais 14. Même à un moment, je m'étais acheté des lunettes sans correction, là. Je m'étais laissé pousser le bouc pour faire plus vieux. Bref. Et ça m'a pas empêché de faire des deals. Mais en fait, c'est pas votre âge, c'est pas l'âge le problème quand on est jeune. En fait, le problème, c'est que les gens, ils savent pas faire des rendez-vous, tu vois. Ils savent pas poser un cadre. Ils arrivent en meeting, ils ont pas de plan de vente. Tu vois, ils posent pas les bonnes questions. Et en fait, les mecs se disent, bon, bah, en fait, j'ai un guignol devant moi, tu vois. Ou j'ai un mec qui est sympa, qui est expert, mais ils savent pas faire un rendez-vous, tu vois. Ils savent pas structurer un rendez-vous. Ouais. Quand tu prends les choses en main, que tu présentes un plan de vente, bah, le prospect, il te prend au sérieux, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais quand tu dis plan de vente, tu penses à quoi? Ça peut être commencé par, Monsieur Martin, merci de me recevoir. Oui, je vous ai tout montré, je vous ai tout apporté, mais avant qu'on rentre dans le vif, déjà vous allez me parler de vous, et puis à la fin on parlera budget et vous me direz si vous voulez on peut faire quelque chose ensemble. Ça vous va ou pas ça? Ne serait-ce que d'arriver à se mettre assis puis poser le cadre du meeting, comment ça va se passer, quoi, tu vois. Mais en fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, je pense, à évoluer là-dessus, parce que, bon, ok, effectivement, je pensais que c'était parce que j'étais jeune, mais en fait, je pense que ça va aussi avec, parce que j'avais pas l'expérience, je savais pas comment faire ça, tu vois. Ouais. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est à un moment, j'ai eu quelqu'un dans un incubateur qui était super fort, enfin, c'était un sales B2B, tu vois, qui avait travaillé dans des grands groupes, et en fait, il faisait des ateliers de vente B2B, et je vais dire son nom quand même, c'est gentil. Il s'appelle Jérémy Talbot. Et c'était dans l'incubateur du Neuilly Lab. Et en fait, ce gars, il m'a vraiment formé sur les rendez-vous commerciaux, etc. Ça m'a beaucoup appris, quoi. Et maintenant, c'est vrai que le cadre et tout, ça me paraît juste... Maintenant, ça me paraît naturel, tu vois. Mais en fait, au début, pas du tout. Bah ouais. Tu vois, les débutants, ils arrivent en rendez-vous, le mec, il fait, bon, c'est quoi votre truc? Ils font une démo directe. Ouais. Il pose 3-4 questions à la fin, et puis on se rappelle un de ces 4, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ce qui m'est arrivé plein de fois. Et c'est pas une question d'âge, c'est une question de technique, tu vois. Ouais, peut-être. Mais en fait, tu sais, la vente... En tout cas, maintenant, ça m'arrive plus. On signe. Bah ouais, maintenant, ça signe. Et tu sais, la vente, vu que... En fait, c'est un vrai métier, mais des gens croient que c'est accessible à tout le monde, parce qu'on sait parler. Du moment que tu sais parler, c'est comme ça. Mais en fait, la vente, t'as des vraies techniques, en fait, tu vois. On fait pas des opérations chirurgicales, mais... En fait, c'est comme le running, quoi. Tu peux aller courir le dimanche vite fait en bas de chez toi et faire comme les Parisiens, donc faire 7 km 62.
Ils s'arrêtent toujours avant 10, les parigots, je sais pas pourquoi. Tu vois, sur le Ah travail, ouais ça, 8,5, 9,12. Ouais. Et je dis, les gars, mais faites au moins 10 si vous manque 500 mètres. Bref, pourquoi je raconte ça avec mes conneries? Merde, je perds ma Bah, c'est démonstration. comme les Parisiens. Ouais, et t'as ceux qui prennent des coachs et puis qui déroulent, tu vois, pour avoir un plus grand niveau. Ouais. Et les deux, ils savent courir. C'est Mhm. comme tout le monde peut se dire, bon bah tiens, je sais vendre, mais il y a des niveaux qui sont quand même différents, tu vois, en fonction de l'intensité qu'on y met et puis de la méthode qu'on met en place, tu vois. C'est pareil pour la vente. Il y a les vendeurs du dimanche, il y a les vendeurs du marché, que j'ai fait aussi, tout fait. Ouais, c'est clair. Non, mais je suis d'accord avec toi et je pense que c'est comme ça dans chaque sujet. Bah ouais. Après, il y a juste un truc, c'est que de toute façon, en parallèle de ça, il faut toujours pratiquer aussi, quoi. Ouais. Donc, c'est ça. Il faut. Puis après, mais bon, voilà, ça s'apprend. Moi, j'ai dû à un moment passer par cette étape où j'ai appris de l'expérience de cette personne qui avait 15 ans encore d'expérience en vente B2B. Et tu sais, apprendre à apprendre, même ça, c'est un challenge. Je te Ouais. disais tout à l'heure que j'avais pris des cours de natation moi, au mois de juillet. Ouais. Et le truc où j'ai le plus appris, en plus de la nage, c'était à apprendre du coach. Ça veut dire fermer sa gueule, appliquer ce qu'il dit. Tu vois, toi, au début, tu as envie de te justifier, tu sais, sur les feedbacks. Et je me disais, mais Max, le coach, il est avec toi pendant 1 heure. Donc, en fait, tu te tais, ouais, tu nages, et tu l'écoutes et tu essayes de refaire, tu vois. Et apprendre à apprendre, quand tu es peut-être, je suis pas vieux, mais plus tu as de l'expérience dans n'importe quoi, moins ton cerveau, il est capable, en fait, d'apprendre, tu vois. Surtout quand quand apprends par toi-même. Tu vois. Ouais, oui, c'est vrai. Des fois, t'as pas l'habitude d'être dans cette position où tu vas écouter la personne qui va t'apprendre et tout. Moi, ça me l'a fait quand j'ai passé mon permis, donc je l'ai passé il y a pas longtemps. Et en fait, le gars enfin, un des moniteurs, je me suis embrouillée avec lui. Il m'a dit, mais plus jamais plus jamais je te donne des cours. Donc après, je suis retournée à l'auto-école, je leur ai dit, bon, écoutez, juste passe moniteur. Je suis tricard avec lui, en fait. Il est On va sympa, passer mais un je suis suivant. tricard avec lui. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'ai l'impression que tu me parles comme si j'étais ton employé. Donc, bon, pas top. Mais, Bah ouais. mais en fait, bon, je pense qu'il y avait un mauvais feeling entre nous en plus. Mais c'est vrai que c'est dur d'apprendre à apprendre et c'est pourtant là où tu vas faire la différence. Et en fait, en fermant sa gueule, en écoutant et en arrêtant de se justifier. Ouais. Comme tu dis, mais après... C'est dur à faire, hein. Ouais, mais après, c'est dans une certaine position, quoi. Après, dans la vie, il y a aussi des gens qui essayent de t'apprendre la vie, tu vois. Surtout quand t'es une femme. Oui. Et là, faut apprendre à leur dire de fermer leur gueule, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, faut aussi apprendre la position inverse. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, tu sais, le coach, si je me taisais, c'est parce que je me suis dit, en fait, au prix où je le paye, en fait, ça coûte trop cher que moi je parle, tu vois. Ça coûte trop cher que moi je parle, donc je vais me la fermer. Ouais, bah. Après, ton cas d'usage, il est hyper intéressant. C'est plus les gens qui prennent le dessus pour t'apprendre des choses. Et tu sais, je discutais, je sais plus avec qui je discutais de ça, mais tu sais, par rapport au... Ouais, on va rebondir sur le féminisme. Et tu vois, les Américains, ils disent toujours, les Français peuvent pas s'empêcher d'argumenter tout le temps. Ah ouais? Tu vois, on peut pas accepter les points de vue de l'autre. Et les gens veulent toujours avoir raison et défendre leurs idées. Tu sais, au lieu juste d'écouter des idées qui sont différentes et les accepter sans avoir besoin d'en remettre une couche derrière. Ouais. Ça me fait penser un peu à ça, la scène, qu'un mec, tu lui as rien demandé, il commence à te donner des conseils, et puis à t'apprendre des trucs que en fait t'en as rien à foutre. Ah ouais, totalement. Mais moi, que ça t'avais me pas faisait sollicité en soi, si j'étais jeune entrepreneur. Et encore, des fois, ça me le fait encore, mais du coup, maintenant, je sais bien recadrer les gens, tu vois. Ouais. Si besoin. Mais au début, tu vois, à chaque fois que je faisais genre un rendez-vous commercial, je me retrouvais à avoir un gars genre de 50 ans, tu vois, qui essayait de m'apprendre la vie à la fin du rendez-vous, tu vois. Alors que moi, à la base, j'essayais de lui vendre mon truc, tu vois. Ah ouais. Bref. Parce que tu lui demandais pas son IBAN. Tu lui as demandé ou pas son IBAN à lui, là? Ouais, il faut demander l'IBAN. Je me tue à vous le dire, ça. C'est ça. Donc maintenant, c'est un peu moins comme ça. Mais effectivement, il y a aussi ça, tu vois. Et moi, on m'a demandé plusieurs fois, tu vois, quand je pitchais, pourquoi est-ce que t'as arrêté le mannequinat et tout, tu vois. Ah oui, ok. Ouais, des questions ça part sur des mais côtés qui sont pas qui sortent. Tu rentres dans le rôle. Il y a aussi une question de soi-même se sentir bien dans le rôle, tu vois. Je pense que c'est pareil pour être commercial. Au bout d'un moment, tu sais qui t'es mieux, enfin, tu sais mieux qui t'es, tu sais mieux qu'est-ce que tu fais, comment tu vends et tout. Et du coup, la personne en face, elle le sait aussi, tu vois. Elle le sent. Et puis elle essaie pas de prendre le dessus ou quoi que ce soit, quoi. Elle est en face. Et ça prend un petit peu de temps. Mais ça vient avec la théorie plus l'entraînement, les deux. Et ouais, surtout l'entraînement, tu vois. Et je pense que c'est un truc que les gens, ils sous-estiment. On voit beaucoup sur LinkedIn, tout le monde cherche, tu sais, le truc miracle qui va permettre de
gagner du CA ou d'autres trucs, mais en fait, il n'y a pas de truc miracle. Il faut aller prendre ses bâches, ça fait partie du process, quoi. Et souffrir, ça fait partie du process. On peut pas réussir sans souffrance, tu vois. C'est comme monter une montagne. Tu peux pas arriver en haut et avoir la vue. Ouais. Enfin, maintenant, il faut les téléphériques quand même, mais aussi, ça me fait penser à un truc, c'est que en réalité, on voit beaucoup les succès des gens, mais on passe tous par des échecs, et au final, c'est par ces échecs-là que tu apprends. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on voit que plus on a d'échecs, plus vite on va apprendre au final. Et donc, c'est pas une mauvaise chose de se prendre des bâches, de se faire recadrer, de se faire juste prendre un vent, quoi. En fait, ça t'apprend. Et plus tu t'en as, plus t'apprends, enfin mieux t'apprends, plus t'apprends vite. Et donc au final, c'est pas mal de passer par des échecs. Bah ouais. Ouais, ça fait partie du process, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Bon, bah on a fini de manger. Pas de débat sur le féminisme, Céline. Ouais, pour qu'on parte au boulot, non, là. Si, peut-être juste un petit truc là-dessus. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le monde de l'entrepreneuriat, surtout dans la tech. Donc moi, personnellement, au début, je me positionnais pas spécialement en tant que féministe parce que j'y avais pas spécialement pensé, tu vois. Je me disais juste, je trace ma route, voilà, que je sois une femme ou un homme, au final, voilà, je fais juste ce que j'ai envie de faire. Et je pense que d'ailleurs c'est toujours le cas et c'est aussi une forme de féminisme de se dire en fait être une femme ça va pas m'empêcher de faire ci ou bien ça va pas m'empêcher de faire ça et montrer que je peux faire juste ce que je veux sans me dire ah ouais je suis une femme, en fait ça va c'est une forme de féminisme. Mais après je pense quand même que l'entraide féminine entre les femmes et aussi dans certains pays où tu vois que c'est pas aussi forcément avancé qu'en France, c'est quelque chose qui me touche, sur lequel j'ai envie d'aider d'autres femmes, d'avancer, de faire avancer les choses sur le sujet. Et je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus. Donc, à suivre. Ouais. Maxime. Ouais, à suivre. Et tu vois, je vais prendre l'exemple de ces pauses déj. Souvent, des gens qui font des vidéos ou du contenu, tu sais, ils font toujours un post LinkedIn, j'arrive pas à trouver des femmes, patati patata, taguer les mots en commentaire, tu sais. Ah ouais, j'ai déjà vu ça, ouais. Moi, pour pause déj, j'ai pas eu besoin, les gars. Franchement, j'ai fait ma liste d'invités, je crois que j'avais 80% de meufs. Ah ouais. Et en fait, quand vous réfléchissez à chercher des femmes talentueuses, en fait, vous les trouvez. Donc, trouvez pas d'excuses à se dire il n'y en a pas. Franchement, c'est moi. Par rapport à ce que tu dis ici, il y a des fortes disproportions. Mais quand tu cherches des talents, c'est pas dur de penser à des femmes. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été compliqué, quoi, tu vois. Cool. J'ai fait ma liste de gens et j'avais plus de nanas, ouais. Mais après, tu vois, c'est bizarre, hein. Des fois, tu te retrouves dans une réunion où t'es la seule femme, tu sais pas vraiment pourquoi, mais c'est pas forcément voulu. C'est juste que ça s'est construit comme ça, voilà. Mais bon, après, c'est plus essayer d'encourager ça, mais voilà, c'est très bien d'avoir juste de penser à des femmes et des hommes, les deux. Bah ouais. So, girls power. J'ai bon accent là, non? Women power. Girls power. Ouais, c'est top. Bon, merci pour le déj. Hein. Ouais, avec plaisir, Céline. J'espère que vous avez eu le temps de déj aussi. Ouais. Et puis on repart bosser, quoi. C'est parti. Faut remplir les tableaux de bord, là. Allez, salut.